Donc bonsoir à tous. Moi je vais vous parler de deep learning, donc de deep learning appliqué à la biologie. Donc c'est un sujet de thèse de Guillaume Mougeot qui effectue sa thèse en collaboration avec trois instituts. Donc le labo YGRED qui est situé à la fac de médecine, donc l'université de Brooks et l'Institut Pascal qui est juste ici. Donc mon objectif à la fin de la présentation, c'est que vous compreniez le contexte biologique, c'est-à-dire pourquoi les biologistes ont besoin de segmenter des noyaux de cellules et pourquoi ils utilisent du deep learning. Parce que vous allez voir que les techniques classiques font peut-être aussi bien que les méthodes de deep learning. Donc l'objectif derrière, c'est de comprendre pourquoi ils font ce passage aux méthodes de deep learning. Donc les chercheurs essayent de répondre à la question suivante. Donc comment l'organisation de la chromatine régule l'expression des gènes. Donc dit de façon plus simple, quand la plante est dans un environnement contraignant ou quand son environnement change, quand il y a des facteurs qui viennent dégrader son niveau de vie, la plante s'adapte. Donc il y a certains gènes qui vont s'exprimer, d'autres qui s'exprimaient avant qui ne vont plus s'exprimer. Et donc comment savoir quel gène s'exprime et quel gène ne s'exprime pas? C'est lié à la forme du noyau qui va changer. Donc il y a une corrélation entre la morphologie du noyau et l'expression des gènes, et c'est ce qui intéresse les biologistes. Et donc pour répondre à cette question, il faut réussir à segmenter le noyau. Et l'organisme utilisé comme plante modèle, c'est l'Arabidopsis thaliana, qui est utilisé dans le domaine de la biologie un peu partout dans tous les labos. Donc pour segmenter des noyaux de cellules, il faut déjà disposer d'images de noyaux de cellules. Donc c'est des images en 3D qui nous intéressent. Donc ils utilisent la microscopie confocale, qui est un type de microscopie parmi tant d'autres, mais qui a l'avantage de permettre de conserver les noyaux après. Parce que avant, ce qui était utilisé, c'était la microscopie électronique, mais qui détruisait les noyaux à la fin parce que ça les découpait en slices, en petites slices pour capturer des images 2D qui seront combinées pour former des images 3D. Donc ils sont passés à la microscopie confocale qui permet de conserver les noyaux intacts. Donc une fois qu'on a capturé des images de noyaux, l'objectif va être de segmenter le noyau des cellules pour récupérer ces informations-là. Donc le volume du noyau, la surface du noyau, la sphérisité, donc en gros la morphologie du noyau, qui est un indicateur clé de l'expression des gènes. Donc la segmentation consiste tout simplement à colorier les pixels qui appartiennent au noyau. Donc distinguer les pixels qui appartiennent au noyau des pixels qui appartiennent au background, au fond de l'image. Donc il y a déjà un outil qui est développé. Ah, je crois que j'ai un problème avec un slide. Déjà un outil qui est développé au sein du laboratoire qui s'appelle NucleUJ, qui est utilisé déjà pour de la segmentation, mais qui utilise des méthodes classiques qui n'utilisent pas du tout d'intelligence artificielle. Donc qui utilise des méthodes comme le seuillage ou la détection de contours pour de la segmentation. Vous allez voir que cet outil-là a déjà des taux de prédiction plutôt pas mauvais. Et donc l'autre objectif, c'est de comprendre pourquoi, malgré ces bonnes performances des méthodes classiques, pourquoi passer au deep learning. Donc les méthodes de deep learning sont très performantes. Quand on lit les articles publiés par les auteurs des méthodes, alors ils nous promettent des scores entre 90 et 98% de taux de bonne prédiction. Ce n'est pas toujours exact. Et les méthodes de deep learning permettent également de s'adapter à de nouvelles images, là où les méthodes classiques sont complètement manuelles. Si on a une centaine de nouvelles images à segmenter, on est obligé de tout segmenter à la main avec l'outil que je vous ai présenté avec NucleUJ. On est obligé de segmenter tout à la main, mais ça prend environ 1 minute par image en fonction du biologiste qui s'en occupe. Il y en a qui sont plutôt maniaques, qui vont mettre 5 minutes par image. Donc segmenter 100 images avec les techniques classiques, ça prend énormément de temps. Donc c'est l'une des raisons qui justifie le passage au deep learning, mais ce n'est pas la seule. Donc les méthodes de deep learning restent quand même difficiles à utiliser, surtout pour des biologistes. Pour des informaticiens, même ces méthodes sont très difficiles à utiliser pour des informaticiens qui ne sont pas au fait du deep learning. Et elles nécessitent beaucoup d'annotation manuelle. Donc ce qu'on appelle vérité de terrain. Parce que c'est de l'entraînement par l'exemple. Donc il nous faut des labellisations manuelles pour tout le jeu de données. Et ça, c'est une autre contrainte. Et c'est en partie à cause de ces deux limites des méthodes de deep learning que j'ai travaillé sur ce projet. Donc l'objectif c'était d'automatiser l'utilisation des méthodes pour les rendre faciles à utiliser par des biologistes,
Ils ont juste envie de taper une ou deux lignes de commande pour exécuter leur méthode et aussi les aider à s'affranchir de la nécessité de labelliser toutes les images pour alimenter les modèles de deep learning. Donc on a identifié avec Guillaume qui fait sa thèse sur ce sujet 6 méthodes de deep learning, donc 4 qui disposent d'un modèle préentraîné et 2 qui proposent exclusivement du réentraînement qui ne disposent pas de modèle préentraîné. L'objectif va être de réaliser une analyse comparative des 6 méthodes, donc pour détecter les méthodes les plus efficaces et à la fin de containeriser ces méthodes, ça veut dire de les automatiser. Donc je rappelle, les biologistes ne veulent pas la théorie derrière, ils veulent tout simplement exécuter une ligne de commande et récupérer les images déjà segmentées. Donc toutes les méthodes, toutes les 6 méthodes, je vais en présenter 2, je ne vais pas présenter les 6, sont basées sur l'architecture du UNet, qui est un réseau convolutif donc, qui est très connu, qui est très utilisé pour la segmentation des images biomédicales. Donc c'est tout simplement une succession de ces opérations que vous voyez. Donc des opérations de convolution. Ici c'est des exemples, ce n'est pas forcément des convolutions 3-3. Donc la fonction d'activation utilisée c'est relu. Des opérations de groupement et des convolutions inverses. La convolution inverse ici c'est pas la déconvolution, c'est l'opération inverse de la convolution. C'est deux opérations qui sont différentes. Donc cette architecture peut être divisée en trois parties majeures. Donc la partie encodeur qui est la partie descendante ici, qui va prendre l'image en entrée et qui va retourner en vecteur ici, donc dans l'espace latent. En vecteur, ici l'exemple c'est en vecteur 2024. Mais l'objectif c'est de récupérer toutes les caractéristiques de l'image en entrée dans ce vecteur et qui va donc être retourné à l'entrée de cette partie qui remonte ici, qui est appelée le décodeur, qui va décoder les informations importantes capturées par l'encodeur pour restaurer la taille de l'image et retourner dans le même coup la segmentation finale. Donc de tous ces opérateurs, le plus difficile, mais ce n'est pas vraiment un opérateur difficile, c'est la convolution. Donc comment on définit une opération de convolution? On définit tout simplement un noyau de convolution qui est la petite matrice au milieu. Et le noyau de convolution va scanner l'image étape par étape. Le pas de scan ici est un hyperparamètre qui peut être défini. On n'est pas obligé de scanner l'image par pas de 1. Et à chaque étape du scan, donc une opération, enfin un calcul va être effectué entre les valeurs du noyau de convolution et les valeurs du tableau de pixels qui représente l'image à gauche. Donc c'est tout simplement une combinaison linéaire et la valeur sera stockée dans l'image résultante. Donc dans toutes les 6 méthodes que je présente, évidemment c'est de la convolution 3D parce qu'on s'intéresse à de la segmentation 3D, mais le principe est le même, à la différence que le noyau de convolution ici, c'est un noyau de convolution en 3 dimensions. Donc la première méthode parmi les 2 que je vais présenter, c'est CellPose. Donc CellPose, c'est une méthode qui ne propose pas de réentraînement. Donc la méthode est déjà toute faite, on peut la tester avec un modèle déjà préentraîné. Donc on peut seulement effectuer des prédictions. Et une partie de mon travail consistait à implémenter la partie réentraînement de CellPose. Donc l'architecture de CellPose effectue exclusivement des convolutions 2D. Donc l'image 3D en entrée est découpée en slices 2D qui vont passer par le réseau de prédiction de CellPose et qui va générer donc des champs vectoriels en 2 dimensions. Et ces champs vectoriels recombinés vont produire la segmentation finale. Donc dans le réseau interne, il n'y a pas de convolution 3D, il n'y a pas de couche 3D dans le réseau interne. Donc l'image est pré-traitée de sorte à réaliser des prédictions 3D. Donc la deuxième méthode, c'est NNUNet. Donc c'est une méthode qui, contrairement à CellPose, propose exclusivement de réentraînement, donc qui n'a pas de modèle préentraîné. Donc comment elle fonctionne? C'est une méthode qui est très automatisée, donc il n'y a quasi pas de code à écrire pour tester cette méthode. C'est des commandes à taper en ligne de commande. Donc le dataset en entrée, donc ils vont extraire ce qu'ils ont appelé une empreinte digitale du dataset. Donc ce sont les paramètres en rose, comme la distribution de l'espacement ou la forme médiane. Et à partir de ces paramètres, ils vont déduire un ensemble de règles qui est fonction du jeu de données en entrée, évidemment. Et donc, à ces 2 ensembles de paramètres, ils vont venir ajouter toutes les fonctions classiques qu'on retrouve dans les modèles de deep learning. Donc, la fonction loss, par exemple, la procédure d'inférence,
la procédure d'entraînement, etc. Donc en fonction de tous ces jeux de paramètres et de la configuration qu'on choisit ici, soit du 2D, soit du 3D, donc NNUNet va générer une configuration en sortie qui sera utilisée pour nos prédictions. Donc ça, c'est une slide qui résume la méthode suivie pour tester chacune des méthodes, chacune des 6 méthodes. Donc ça va de l'installation de la méthode jusqu'à l'automatisation de la méthode ici. Donc si la méthode dispose d'un modèle préentraîné, on pré-traite les données ici et on fait une première prédiction avec le modèle préentraîné et on effectue une première évaluation du modèle préentraîné. Ensuite, on va venir réentraîner le modèle ici si effectivement le modèle propose du réentraînement et effectuer une deuxième évaluation du modèle réentraîné et on termine par l'emballage de la méthode. Encore une fois, cette partie qui intéresse les biologistes. Donc, les slides suivantes expliquent très brièvement comment fonctionne l'entraînement d'un réseau convolutif. Donc, la partie pré-traitement de données, en général, il y a deux configurations, donc deux façons de subdiviser le jeu de données. Donc, la façon la plus connue, c'est celle-là. Parce que le jeu de données d'entraînement qui est redivisé en jeu de données d'entraînement et de validation, c'est interne à la procédure d'entraînement. Donc ici, ça se passe dans la procédure d'entraînement. Et le jeu de données de test est isolé de tout le reste pour éviter que la procédure d'entraînement n'entre en contact avec le jeu de données de test pendant l'entraînement. Donc en entrée, on a une image brute et une vérité de terrain. La vérité de terrain, en général, c'est des segmentations réalisées à la main avec des outils adaptés, donc réalisés par des experts en biologie. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle il passe au deep learning, parce que pour de la segmentation, c'est plutôt facile parce qu'il n'y a pas vraiment de complications et n'importe qui peut réaliser des segmentations de noyaux pour peu qu'il apprenne à utiliser le logiciel. Mais pour des applications un peu plus compliquées comme la biologie médicale, donc des gens qui segmentent des tumeurs cancéreuses par exemple, il faut des experts qui se comptent sur le bout des doigts pour réussir ces segmentations. Et quand on a besoin de segmenter une centaine d'images pour alimenter un modèle, ça devient vite très compliqué. Donc l'image en entrée ici, l'image brute, donc va passer par le réseau qui va effectuer toutes les convolutions, toutes les opérations que j'ai présentées précédemment sur l'architecture du UNET, donc les convolutions, les opérations de groupement. Et une fois qu'il passe à travers tout le dataset, il essaie une première prédiction ici. Et donc, la fonction perte ici, la fonction loss, qui est sans doute la fonction la plus importante de la procédure d'entraînement, va venir calculer une erreur, donc dire au modèle à quel point il s'est trompé dans sa première prédiction. Et la valeur de l'erreur sera retournée à l'optimiseur qui va adapter les paramètres du modèle en fonction de l'erreur enregistrée ici. Donc si on a une fonction less qui est biaisée, forcément le modèle sera biaisé à la fin, puisque l'optimiseur se base sur l'erreur retournée par la fonction perte pour mettre à jour les paramètres du modèle. Donc en général, pendant la procédure d'entraînement, on entraîne le modèle sur 80% du jeu de données et on le teste sur 20% du jeu de données. Ça, c'est des hyperparamètres aussi à définir. Et la fonction perte intervient encore pour tester le modèle sur le jeu de données de test. Donc le nombre de cycles ici, c'est le nombre de fois où le modèle va passer sur tout le dataset. Là encore, c'est un hyperparamètre qui peut influencer l'efficacité du modèle. Donc je parlais de la fonction loss qui est très importante. Donc une bonne fonction loss garantit un bon modèle. C'est pour ça que pour un problème de segmentation, il faut des fonctions, des métriques basées sur le volume et des métriques basées sur la distance pour prendre en compte toutes les différences qu'il peut y avoir, toutes les erreurs qu'il peut y avoir dans une prédiction. Donc la métrique basée sur le volume qu'on a utilisé, c'est l'indice de Dice. Donc A et B ici représentent respectivement une segmentation réalisée par un modèle quelconque et B donc une vérité de terrain, une segmentation réalisée à la main par un expert. Donc la formule est toute simple, c'est tout simplement l'intersection sur l'union pondérée par 2 ici. Et donc une deuxième métrique basée sur la distance. Donc le résultat de la fonction loss sera la combinaison de ces deux métriques-là. La deuxième métrique basée sur la distance, c'est la distance de Hausdorff. Là encore, A et B représentent donc une segmentation réalisée par un modèle et la vérité de terrain ici. Donc, comment on calcule la distance de Hausdorff? On mesure tout simplement, on cherche le point de A le plus éloigné de B.
On mesure la distance AB et on cherche le point de B le plus éloigné de A. C'est des volumes ici, c'est pas creux à l'intérieur, c'est des volumes ici. Donc, le point de A le plus éloigné de B n'est pas forcément le même que le point de B le plus éloigné de A. Et la distance de Hausdorff, c'est tout simplement le maximum de ces deux distances. Donc, pour l'indice de Dice, on a des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc, 1 pour une segmentation parfaite et 0 pour une segmentation complètement erronée. Et pour la distance de Hausdorff, plus la valeur est grande, mauvaise est la segmentation. Donc, pour une valeur de 0, on a une segmentation parfaite pour la distance de Hausdorff. Donc, quelques résultats sur les 6 méthodes. Donc, je disais que les méthodes classiques étaient plutôt efficaces. GIFT ici, c'est NucleoIJ. Donc, c'est la méthode interne au logiciel NucleoIJ déjà utilisée dans le laboratoire qui fait tout simplement du seuillage. Donc, ils ont un score de 87% pour Dice et 6,60 pour Hausdorff. Donc, vous pouvez voir que il y a seulement une méthode de deep learning qui fait mieux que, que cette méthode classique, qui utilise seulement du seuillage, qui n'utilise pas d'intelligence artificielle. Donc, la différence n'est pas très grande, donc 1% de différence. Donc, on peut se demander pourquoi utiliser du deep learning là où ces méthodes-là sont un peu plus efficaces. Vous allez voir qu'avec les méthodes non supervisées, parce que jusque-là, je présente des méthodes qui nécessitent, donc pour l'entraînement, des exemples de segmentation. Donc, c'est des méthodes supervisées. En utilisant les méthodes non supervisées, on arrive à faire beaucoup mieux. Et en plus, on arrive à s'affranchir de la nécessité d'utiliser, de disposer de segmentation manuelle. Donc, la méthode la plus efficace était NNUNet, donc qui a été plus efficace que NucleoIJ. Et la première ligne ici, c'est tout simplement la vérité de terrain. Donc on calcule tous les autres scores à partir de ça. Donc ce tableau, pour montrer tout simplement qu'il y a un fossé entre ce qu'on peut lire sur les articles publiés par les méthodes et la réalité sur les méthodes. Par exemple, NuSet, qui ne fait pas du tout de 3D, contrairement à ce qu'ils ont mentionné sur l'article qu'ils ont publié. Sûrement parce qu'ils sont toujours en cours de développement. Et en gros, on a eu des problèmes avec quasi toutes les méthodes, à part NNUNet et Cellpose. Mais Cellpose qui a été moins efficace du coup que NucleoIJ. Donc des exemples de segmentation. En général, visuellement, c'est difficile de voir les différences de performance. Là, j'ai fait exprès de choisir un noyau sur lequel ces méthodes-là divergent complètement. Donc DeepCell, le problème de DeepCell, c'est que DeepCell fait de la segmentation, c'est comme s'il segmentait slice par slice, et après il recombine toutes les slices comme s'il superposait des assiettes, et ça fait ce résultat-là. QCANet, lui, son problème, c'est qu'il segmente le bruit autour. Je sais pas, sur cette image, il y a quasi même pas de bruit, mais il a quand même réussi à segmenter des petits volumes autour. Et Cellpose, son problème, c'est qu'il fait de la segmentation par instance. Donc lui, il considère qu'à l'intérieur du noyau, il y a deux noyaux, alors qu'il y a un seul noyau. Donc NNUNet, sur cet exemple-là, est le plus proche de la vérité de terrain. Donc l'étape de conteneurisation des méthodes, donc d'emballage des méthodes, pour automatiser l'utilisation des méthodes par les biologistes. Donc j'ai utilisé l'outil Docker. Docker qui permet tout simplement de simuler un environnement virtuel sur une machine locale, d'installer toutes les dépendances dont on a besoin pour tester nos méthodes, et à la fin on peut supprimer l'environnement et tout simplement supprimer toutes les dépendances. Donc typiquement ici les biologistes ont trois lignes de commande à taper pour tester n'importe laquelle des 6 méthodes. Donc une première commande qui va créer l'environnement virtuel, une deuxième qui va entraîner le modèle et une troisième qui va effectuer des prédictions. Et derrière il y a des scripts shell qui sont connectés au script Python des méthodes pour exécuter les procédures d'entraînement, de pré-processing et de post-processing. Donc une conclusion sur l'analyse comparative. Donc NNUNet a été sélectionnée comme méthode la plus efficace. Elle a été plus efficace que NucleoIJ, même si elle possède quelques limites. Donc la deuxième n'est pas vraiment une limite parce que c'est tout simplement le type de la méthode. C'est une méthode supervisée qui nécessite donc beaucoup de labellisation manuelle. Et l'entraînement de NNUNet est très lent. Donc à la fin de ce projet, on avait des idées pour venir à bout de cette limite-là.
c'était de faire de l'optimisation bayésienne sur les hyperparamètres. Donc pour fixer les hyperparamètres, parce que NNUnet prend énormément, beaucoup de temps, beaucoup de temps pour choisir ces hyperparamètres. Et donc réussir à trouver une procédure de prédiction des hyperparamètres et nous garantirait en tout cas de gagner en temps. Et la deuxième, donc du coup, la méthode est supervisée. Donc je me suis intéressé aux méthodes non supervisées, pas pour les utiliser exclusivement, mais pour les utiliser en amont des méthodes supervisées. Donc avec ces méthodes non supervisées, on a besoin de moins de labellisation manuelle et elles permettent d'avoir des connaissances a priori sur le dataset. Alors les connaissances a priori, c'est quoi? Si on donne un noyau à segmenter à quelqu'un, à un humain, il a une notion de contour, il a une notion de volume. À la première vue, il sait à quoi ressemble un noyau. Il sait si le noyau est plutôt ovale ou plutôt arrondi. Donc nos modèles de deep learning n'ont pas ces connaissances a priori. Et l'objectif des méthodes non supervisées, ça va être de leur donner ces connaissances-là avant d'entraîner les modèles. Donc j'ai testé deux méthodes non supervisées, modèle Genesis et TransVW, donc qui font du débruitage. Donc l'image en entrée ici est bruitée. Donc dans le cas de TransVW, c'est tout simplement ils vont venir déplacer des bouts de l'image comme pour former un puzzle. Et modèle Genesis, eux, ils vont introduire du bruit, plutôt du bruit gaussien et d'autres types de bruit aussi. Et donc, ils vont entraîner un encodeur-décodeur à restaurer l'image perturbée ici. Donc, en entraînant un modèle non supervisé sur plusieurs cycles comme ça permet de lui donner ses connaissances a priori. Donc, comment on les utilise? On les utilise en amont de la tâche principale. La tâche principale ici qui est l'entraînement avec nos exemples, donc nos images et nos labellisations. Donc, on pré-entraîne le modèle sur tout le dataset ici avec les méthodes non supervisées. Et ensuite, on vient réentraîner le modèle sur seulement une partie du dataset. Typiquement, si on veut entraîner notre modèle, par exemple, sur une centaine d'images, avec les méthodes supervisées, il faut disposer d'une centaine de labellisations manuelles de ces images. Avec les méthodes non supervisées, on a besoin d'environ 5 labellisations manuelles. Et on arrive à des scores qui sont meilleurs qu'avec les méthodes supervisées. Donc on pré-entraîne le modèle sur la centaine d'images sans exemple, sans lui fournir d'exemple, tout simplement avec de la perturbation, avec du bruit et un auto-encodeur qui essaie de restaurer l'image. Et ensuite, on réentraîne le modèle sur seulement 5 images. Seulement 5 images, 5 ou 10, c'est selon le nombre d'images en total. Et avec ça, on atteint des scores de 95%, là où les méthodes supervisées n'atteignent même pas 90%. Donc j'arrive au bout de ma présentation. Et un sujet qui a été abordé à la fin du projet, donc j'en parlais tantôt, c'était l'optimisation bayésienne et aussi essayer de combiner un classifieur et un réseau UNET comme ça. Donc le classifieur qui va tout simplement prédire, enfin, qui va prendre un noyau en entrée et dire si ce qu'il voit c'est un noyau ou si c'est un background. Donc tout simplement une prédiction binaire, s'il voit un noyau ou s'il voit un background. Et donc en fonction de la valeur prédite, en fonction de la valeur prédite, donc le noyau, l'auto-encodeur va prendre la valeur prédite pour améliorer donc son entraînement pendant tout le processus. C'est un projet normalement qui va être proposé en deuxième année aisément, si ça intéresse certains d'entre vous. Donc merci de m'avoir écouté et merci à toutes ces personnes-là qui ont participé au projet.